Et on reste sur une thématique passionnante, food tech et sensorielle, avec Isabelle Maître, que j'accueille très volontiers maintenant. Isabelle, je vous laisse la place au pupitre, avec juste quelques petits mots de présentation. Donc, on va s'intéresser au Consumer Sciences, la science qui étudie et décortique les comportements des consommateurs. Vous allez nous en dire plus. Et donc, je rappelle que vous avez passé 11 ans comme experte en analyse sensorielle chez Danone et que vous êtes aujourd'hui enseignante-chercheuse en agroalimentaire à l'ESA au sein du laboratoire GRAP en analyse sensorielle. Et parmi vos nombreux sujets de recherche, vous vous intéressez au processus d'innovation alimentaire qui intègre à la fois les enjeux nutritionnels, sensoriels et environnementaux. Nous allons en savoir beaucoup plus maintenant et donc nous aurons un petit temps d'échange et de questions-réponses à l'issue de votre conférence. N'hésitez pas à faire signe à la fin de la conférence pour qu'on puisse entendre vos questions. Merci beaucoup. Donc, quand on m'a proposé de faire une intervention dans cet après-midi gastronomie et technologie, on s'est emparé en équipe du sujet en se disant finalement, nous les scientifiques de l'analyse sensorielle, donc de la dégustation et de la perception des consommateurs, qu'est-ce qui fait que comment ces nouvelles technologies ont impacté nos métiers. Alors j'ai oublié voilà, la télécommande, ça va mieux marcher. Donc le titre est devenu « Les sciences du goût s'emparent du numérique ». On pourrait dire plutôt que comment le numérique nous pousse les sciences du goût. Donc je vais commencer par resituer le sensoriel dans l'expérience gastronomique. C'est une évidence, mais c'est quand même intéressant de faire le lien et de vous représenter les champs des sciences du sensoriel et du consommateur, parce que peut-être que c'est quand même des méthodes assez confidentielle, sauf dans l'agroalimentaire de façon large, mais l'histoire est relativement récente. Et le numérique a ouvert des champs dans beaucoup de sujets, dans l'exploration des perceptions, des préférences, des émotions, dans l'exploration des discours aussi et des comportements. Alors la gastronomie, c'est bien évidemment une histoire de plaisir, une histoire de saveur, une histoire de beau, de bon et d'émotion. Guy Savoy cite la force des saveurs par la préservation du goût originel et de l'identité des produits, la recherche de l'esthétique, car ce qui est bon au-dedans doit être beau au-dehors. Pierre Gagnère, car un plat doit être bon, et être bon signifie ouvrir le champ des émotions. Et enfin, Alain Ducasse, le cuisinier est un passeur entre la nature et l'homme, un artisan dont le rôle est de rendre heureux ceux qu'il nourrit. Et donc, notre métier en tant que scientifique est d'explorer les expériences sensorielles. C'est bien l'objectif de ces sciences. Et le cœur de tout ça, c'est le produit. Et le produit, on va l'évaluer dans différents champs. Un premier champ qui est le champ des perceptions. Donc le visuel, le son, les odeurs, les textures, les saveurs, les arômes et la séquence des sensations. Et c'est ce qu'on appelle la description sensorielle. On a un autre champ qu'on va explorer, pas avec les mêmes personnes, qui va être le champ des appréciations, des émotions et aussi des discours attachés. Donc c'est ce qu'on appelle la mesure de la valeur hédonique et les images. Et puis les pratiques. Donc quels sont les usages des produits. Donc, c'est ces trois champs-là que je vais aborder cet après-midi et vous raconter que c'est finalement une histoire relativement récente. Alors, ce qui n'est pas du tout récent, c'est la dégustation. Je pense que depuis que l'homme cuisine, l'homme déguste. Les sciences sensorielles reposent toujours sur un groupe de dégustateurs et c'est ce qui va faire en fait la différence entre la dégustation d'experts, de l'énologue, du chef cuisinier, de l'aromaticien, et puis la dégustation en analyse sensorielle. Donc quand j'ai commencé au tout début des années 90, on faisait tout à la mano, c'est-à-dire qu'on avait des questionnaires papier et on saisissait. Alors on ne faisait pas tout à la mano, il y avait quand même des ordinateurs, donc on arrivait à faire des statistiques, mais c'était quand même relativement laborieux. Et l'analyse sensorielle s'est implantée dans ces années-là dans les grandes entreprises. Bon, Nestlé a été historiquement assez leader. Moi j'ai travaillé chez Danone et on n'était pas trop en retard non plus.
Et puis, dans les années 90-2000, ce qui a beaucoup aidé, c'est l'informatisation des laboratoires, qui a permis de saisir les données et de les traiter beaucoup plus rapidement. Et ça a ouvert le champ à de nouvelles techniques, et je vais prendre quelques exemples cet après-midi. Puis, dans les années 2020, enfin maintenant, on va pouvoir s'intéresser à l'expérience multisensorielle, et vous allez voir que c'est très intéressant. Alors évidemment, c'est mon sujet, j'adore. Mais... Donc, quelques exemples au sujet de l'exploration des perceptions. On travaille toujours avec des panels, je vous l'ai dit, on travaille toujours avec des dégustateurs. Ils sont plus ou moins entraînés, donc ça peut aller de l'expert qui est entraîné comme un sportif plusieurs fois par semaine jusqu'au panel complètement de consommateurs qui n'a rien à voir avec les filières alimentaires. Et l'apport du numérique, ça a été de faciliter ces méthodes classiques, notamment la collecte des données, le traitement de données qui a été plus complet, plus approfondi, beaucoup plus rapide. Petite anecdote, quand j'ai commencé ma carrière, donc ça remonte à un peu de temps, j'ai travaillé avec un chercheur de l'INRA qui lui-même était en fin de carrière, donc il avait commencé dans les années 60, je pense, et il me racontait qu'il mettait 6 mois à faire une expérience, et ensuite 6 mois à traiter les données. Donc on n'était pas du tout sur le même rythme qu'aujourd'hui, mais c'est intéressant de se souvenir d'où on vient. Alors vous avez une illustration des graphiques qu'on peut sortir aujourd'hui. Alors c'est pas un dessin d'enfant, hein, c'est une analyse complexe, mais vous pouvez imaginer que quand il fallait faire ça avec la calculette, c'était plus compliqué. Alors ces nouvelles technologies, elles nous ont permis d'acquérir plus facilement des données et de traiter des tableaux de données assez énormes avec des analyses vraiment très complexes. On va prendre l'exemple de la mesure de la séquence des sensations. C'est quelque chose auquel je tiens beaucoup parce que pour moi, dans l'expérience du plaisir sensoriel, la séquence de sensations est vraiment majeure. Alors, c'est un élément pour moi très important aussi des plats gastronomiques, bien évidemment. Alors, j'ai pris l'exemple d'un dessert de François Daubinet chez Taïwan. Donc, vous avez ici les composantes du dessert, donc pain perdu snacké, crème onctueuse, croustillant de pain, tuiles caramélisées. On peut mesurer la complexité du produit, le nombre d'éléments qui le composent. Et puis, on peut imaginer d'emblée les différentes textures que vous allez rencontrer à la dégustation. Il y aura du croustillant, il y aura du fondant, il y aura du froid, il y aura du chaud, il y aura des arômes vanille, il va y avoir aussi des arômes torréfiés. Donc, c'est une dégustation très riche et très complexe. Et en fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est comment on décrit tout ça, ce qui n'est pas du tout évident. Et le premier sujet, c'était comment on saisit l'information. C'est-à-dire que pendant la dégustation, vous avez tout un tas de sensations qui arrivent et qui dominent les unes derrière les autres. Et donc, il faut avoir cette dimension temporelle et cette possibilité pour le dégustateur de pouvoir identifier quels sont les descripteurs dominants au moment où il déguste. Donc, finalement, ça ressemble un peu à ça. Vous avez un logiciel qui vous permet de cliquer sur les descripteurs qui sont les descripteurs dominants au moment où vous les ressentez et qui chronomètre ça au fur et à mesure. Évidemment, avec le papier et le chronomètre, ça n'aurait pas pu être possible. Donc ici, on peut imaginer le dégustateur qui commence par ressentir du croustillant, puis après, c'est la note vanille qui apparaît. Ensuite, c'est fondant, et puis vous avez à nouveau des notes de grillé, etc., etc. Et ça permet de bien caractériser les produits dans leur séquence de sensations, qui est une information nouvelle, qui se représente comme je vais vous le montrer, avec des courbes successives. Vous avez une courbe par descripteur, donc là, ça commence... Alors, ce n'est pas du tout le produit de chez Taïwan, hein, qui est ici. Ça commence par du pâteux, puis une note de beurre et enfin du fondant. Et c'est différent selon les deux produits. Et en fait, ça va permettre à celui qui développe le produit d'identifier ce qui est perçu. Alors, on a essayé de remplacer les dégustateurs. Ça fait longtemps qu'on essaye de remplacer les dégustateurs par des machines, et notamment les bouches artificielles, le nez et les langues
électronique. Alors ça sert à quoi? Ça sert à mimer pour la bouche artificielle la déstructuration de l'aliment en bouche. Donc c'est plutôt une visée de texture. Ça sert à mimer la perception des saveurs et ça sert à mimer la perception des odeurs. Alors, je vais prendre l'exemple pour l'olfaction. Vous avez en bas ce qui se passe pour l'être humain. Donc vous avez des récepteurs olfactifs. Le signal est transmis au bulbe olfactif, puis au cerveau, et l'individu peut faire des différences entre les arômes ou les odeurs, faire des classifications, etc. Au niveau du nez électronique, vous avez des capteurs, des transmetteurs, des algorithmes qui apprennent au fur et à mesure et qui permettent de catégoriser les odeurs. Et voilà comment ça marche. Alors, ça reste assez limité. Par exemple, pour le nez électronique, ça marche bien pour identifier des odeurs de brûlé, par exemple. Mais il faut que vous ayez conscience qu'on est environné de milliers d'odeurs. Les stimuli olfactifs dépassent largement même les stimuli de saveur, et on a une bonne capacité humaine à discriminer les odeurs, mais c'est un travail énorme pour le nez électronique. Mais on a, grâce au numérique, des perspectives qui sont offertes, notamment au niveau des capteurs. Vous avez à droite une entreprise qui aimerait en fait développer un électronique pour l'alimentaire, parce que les capteurs se miniaturisent, donc on pourrait envisager d'avoir ça avec nos téléphones, et puis ils arrivent à être moins sensibles à l'environnement olfactif, pas polluant, mais qui pollue éventuellement le signal. Et puis les algorithmes, tout le travail d'intelligence artificielle, de big data et d'algorithmes permettent d'avancer sur ces sujets-là. Voilà pour ce qu'il en est pour les perceptions. On s'intéresse aussi beaucoup aux appréciations, parce qu'il ne s'agit pas seulement de décrire un aliment, mais de savoir s'il est apprécié et pourquoi il est apprécié. Et on sait que le contexte a un rôle majeur dans la dégustation. Et ça, c'est quelque chose que les restaurants gastronomiques ont intégré très très vite. Un restaurant gastronomique ne s'intéresse pas qu'à la qualité de l'aliment, il s'intéresse au visuel de l'assiette, mais il s'intéresse aussi à l'ambiance, au confort du dégustateur. Donc vous avez ici un grand restaurant parisien qui est situé au Palais de la Monnaie à Paris, bâtiment XVIIIe siècle, classé, qui met le consommateur dans une ambiance à la française très, très, très classe, très, très agréable, très, très confort. A contrario, vous avez des restaurants ici en Nouvelle-Zélande où vous êtes carrément dans les arbres et dans la forêt, et donc vous avez une expérience sensorielle externe, enfin du contexte, qui va être bien évidemment très différente. Vous pouvez être aussi sous la mer, comme ici aux Maldives. Et puis enfin, sur un rooftop en Inde, où vous voyez là que même le bar est contextualisé. Donc on imagine bien que selon le contexte de dégustation, vous n'allez probablement pas ressentir, votre expérience multisensorielle va être différente. Alors, on va bientôt passer un petit film, parce que les restaurants ou certains restaurants se sont emparés de la réalité virtuelle pour changer le contexte. C'est encore quelque chose d'un peu anecdotique, mais je voulais vous le montrer parce que c'est plutôt amusant. Est-ce qu'on peut passer la vidéo du petit chef, s'il vous plaît? Donc, c'est une vidéo. Je vous laisse regarder. Oh! Wow. Oh.
2, 3. Attention. Ah. Tadam. Oh non. Alors c'est un binôme d'artistes qui met au point ces films qui sont assez précis. Et alors évidemment, vous arrivez à la fin avec l'assiette, avec le dessert. Donc je vous remercie. Donc en fait, ça met le dégustateur dans une ambiance de détente, de joie. C'est très, moi je trouve que c'est plein d'humour et c'est très chouette aussi. Vous avez là en ce moment une exposition qui démarre à la Cité des Sciences qui s'appelle Le Banquet. Vous pourrez aller voir la bande-annonce de cette exposition. Et là, je vous remets une photo. En fait, il projette, avec la même technique que le Petit Chef, il projette sur la table un décor, une ambiance avec la musique qui transporte le dégustateur, enfin le consommateur, dans un autre monde. Voilà. Alors, nous, Sciences du Sensoriel, on cherche à faire des mesures fiables, répétables, sans biais. Et donc, évidemment, on est coincé entre, à gauche, la cabine sensorielle dans laquelle on est sûr que là, le consommateur va se centrer sur le produit, sa dégustation, uniquement l'odeur, la texture, etc. Il est dans une cabine blanche, bien au calme, rien ne le perturbe, mais il n'y a pas du tout d'effet du contexte. On est loin de l'expérience produit réelle. A contrario, si vous le mettez dans une situation réelle de consommation, qui est la sienne, alors c'est très intéressant parce que c'est vraiment le produit perçu dans sa vraie condition de consommation, mais on a chacune la nôtre. On a chacun notre cuisine, chacun notre resto préféré, etc. Et donc, quand on mesure une appréciation dans ces conditions-là, on ne sait pas si on mesure vraiment l'effet du produit ou l'effet du produit avec son contexte ou l'effet du restaurant, enfin bref. Donc on est assez coincé entre ces deux extrêmes. Et finalement, aujourd'hui, il y a pas mal de recherches sur ces sujets-là. Donc il y a des équipes qui travaillent sur la réalité virtuelle, notamment en mettant des casques. Alors les casques, ça vous permet effectivement de vous transporter dans une ambiance ailleurs, et puis qui est bien normée, puisque c'est celle qui est proposée dans le casque. Sauf que une fois que vous avez le casque sur les yeux, vous ne voyez plus vos mains et vous ne voyez plus l'aliment. Donc les chercheurs, vous le voyez ici, développent des images d'aliments de façon à ce que vous puissiez prendre le biscuit, par exemple, et le porter à votre bouche. Mais vous imaginez, c'est un peu compliqué si on doit développer à chaque fois qu'on change de produit des images virtuelles. Donc c'est quand même des systèmes un peu compliqués. Donc nous, on a pris une option qui était une option de mise en contexte au laboratoire qui nous a permis là, récemment d'évaluer la performance d'un jus de pomme en fonction du moment de consommation. Et donc, toujours dans nos cabines sensorielles, on essaye de plonger le dégustateur dans une ambiance qui est liée au moment de consommation. Donc sur l'écran, on projette un film qui le resitue ici dans un moment de petit déjeuner. Il va évaluer le jus de pomme en commandant son propre petit déjeuner, donc avec son café, ses céréales, enfin ce qu'il a l'habitude de manger le matin. Et puis il a sur un casque le mettant pour cette expérience dans une ambiance de restaurant, puisque c'était l'expérience d'un petit déjeuner au restaurant. Et donc on a comparé ce jus de pomme testé l'après-midi ou testé à l'apéro ou testé le matin. Et la consigne, c'était imaginer pendant la dégustation que vous prenez le petit déjeuner, ou alors imaginez que vous prenez un apéritif à l'extérieur. Alors effectivement, il y a des différences. Vous avez en bleu le jus de pomme acide, en vert le neutre et en orange le sucré. Donc on a trouvé différents groupes de consommateurs. Un groupe de consommateurs qui n'aiment pas du tout l'acidité. Donc là, les histogrammes montrent plus c'est haut, plus c'est apprécié. Donc des consommateurs qui n'aiment pas du tout l'acidité au petit déjeuner. Un groupe de consommateurs qui n'aimaient pas l'acidité à l'apéro,
un autre groupe qui adorait l'acidité en général, mais qui n'aime pas trop les jus sucrés à l'apéro. Et puis un dernier groupe qui adorait l'acidité en général et le sucré pour l'apéro, mais qui était nettement plus sévère pour le produit intermédiaire. Donc on constate bien qu'il y a, on le sait, qu'il y a des effets de contexte, mais qu'il y a des interactions entre le produit et le contexte. Donc travailler sur une dégustation en contexte, c'est assez pertinent. Alors on a aussi le champ des émotions à explorer, ce qui est vraiment un champ émergent et assez compliqué, et qui est possible grâce à l'analyse d'images. Donc le Noldus, qui est un fournisseur de logiciels dans nos domaines, travaille sur la reconnaissance faciale et la mesure de l'émotion. Et vous avez donc ici un graphique qui montre en fait en orange l'émotion prédite par la machine et en jaune l'émotion effectivement perçue par le consommateur. En abscisse, vous avez des différents produits que ça prédit pas trop mal, mais c'est encore vraiment émergent. Et puis, on s'intéresse aussi à ce à quoi on fait attention quand on regarde un aliment ou quand on regarde quelque chose. Et donc, actuellement, nous avons une expérience avec le GRANEM de eye tracking ou oculométrie. Donc, ça, c'est une photo c'est une évaluation d'un végétal d'ornement. C'est pas encore de l'alimentaire. Et vous voyez ici que en haut, vous avez les points qui ont été vus par les lunettes. Donc, on est capable de repérer dans quel ordre il a regardé, soit le panneau, soit ce qu'il y a sur la table, et combien de temps, et s'il y est revenu plusieurs fois, etc. Et ça serait très intéressant à faire sur une table, sur un plat, etc. Et puis, des gros progrès ont été faits dans le traitement du discours. Donc là, on est encore en voie d'exploration pour l'évaluation sensorielle. Ce qu'on sait bien faire, c'est explorer des discours qu'on va recueillir, par exemple, sur Internet. Donc tous les critiques, vous êtes bien placés, les restaurateurs qui sont dans la table, qui sont dans la salle, pour savoir que le consommateur ne se prive pas de donner son avis sur Internet. Donc la fouille de données est intéressante. C'est ce qu'on appelle en anglais le natural learning processing, qui est de l'intelligence artificielle. Et en fait, la machine apprend à comprendre ce qui est positif, ce qui est négatif, etc. Et peut analyser de façon assez puissante les discours des consommateurs. Donc récemment, nos équipes amies de Dijon ont travaillé sur l'exploration de ces techniques, sur l'utilisation des commentaires de dégustation, des commentaires libres de dégustation quand on organise une dégustation. C'est encore imparfait, mais ça donne de belles perspectives. Voilà. Un dernier champ qu'on explore et qui nous tient à cœur, c'est l'exploration des pratiques et des comportements. Alors, on a une suite de logiciels, c'est toujours la même entreprise Noldis, qui est spécialisée dans l'analyse des comportements, qui nous a mis à disposition deux logiciels. Un premier qui nous a permis d'analyser les comportements filmés. On adopte des approches anthropologiques au domicile ou dans les commerces ou dans les restaurants pour observer les consommateurs, vraiment dans leur vraie vie, en étant le plus discret possible. Et ça se fait via la prise de vidéos. Mais il faut imaginer que retour à la maison, décrypter les vidéos, c'est un travail énorme. Donc ces logiciels nous permettent vraiment de structurer cette analyse et de gagner beaucoup de temps. Et ça a fait l'objet d'un livre qui a été édité dans le cadre d'un projet européen qui s'appelle Safe Consume, où des comportements de consommateurs ont été observés dans 5 pays différents, et on a suivi le parcours de l'aliment, et on s'intéressait plus particulièrement aux pratiques à risque d'un point de vue sanitaire, en fait, sur les cross-contaminations. Et donc, ces analyses vidéo ont été très pertinentes. Un autre outil qu'on a développé, c'est l'observation plutôt à distance, qui nous permet de co-créer des aliments avec des consommateurs et de mieux écouter les usagers. Alors comment on fait ? On a une salle au laboratoire qui est une salle où on accueille des consommateurs pour discuter autour des produits. C'est ce qu'on appelle les focus groups sensoriels, qui sont en fait des discussions vraiment autour de la sensorialité des produits et des moments de consommation. Et alors cette salle est équipée de capteurs vidéo et micro qui sont relais directement à notre cuisine expérimentale. Et
donc, vous pouvez tout à fait interagir. Si le consommateur vous dit « Ah oui, mais ce produit-là, tel que vous me le décrivez, j'imagine une texture plutôt que ceci ou plutôt cela. » Et donc, les équipes qui travaillent dans la cuisine peuvent travailler des textures, les envoyer auprès des consommateurs et on interagit ainsi pour co-créer avec eux. Voilà. Alors, pour terminer cette présentation, pour pas utiliser l'anglais, le take-home messages, donc des messages à emporter chez vous, on a de nouvelles perspectives pour les sciences sensorielles également, grâce aux nouvelles technologies, qui vont nous permettre de mieux intégrer l'expérience multisensorielle, qui est vraiment pour moi une caractéristique de l'expérience gastronomique, et qui nous permet aussi d'écouter le consommateur dans tous ces moments de consommation. Elles ouvrent le champ à de nouvelles méthodes, j'ai essayé de vous en présenter quelques-unes, et elles vont contribuer à mieux co-créer avec l'usager et mieux tenir compte des attentes de la société. C'est vraiment très important aujourd'hui. Alors, je vous ai pas tout traité, j'ai pas du tout abordé les neurosciences, mais c'est aussi un champ qui a l'air majeur. Il faut pas quand même oublier que c'est pas parce que l'information est facile à traiter qu'il faut négliger la qualité de l'information qu'on traite. Parce que comme c'est un peu presse-bouton aujourd'hui, hein, on est capable de faire dire n'importe quoi à partir de données qui sont pas bien mesurées. Et puis, il faut quand même qu'on s'interroge de l'impact environnemental de ce qu'on fait, notamment quand on stocke des gros jeux de données, quand on fait beaucoup de traitements. Et ça, c'est un champ de recherche important aussi. Je vous remercie, voilà l'équipe. Et si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Merci beaucoup, Isabelle Maître. Je crois qu'on peut vous applaudir. Avec ce panorama très complet des technologies tout à fait innovantes que vous développez au sein du laboratoire GRAP. Donc on va tout de suite passer aux questions dans la salle, questions des internautes sur YouTube. Alors, quelqu'un souhaite-t-il lever la main et avoir un micro qui ira jusqu'à lui? Ou elle, bien sûr. Alors, il y a une question par là-bas. Sylvie vient vers vous et je laisse Isabelle Maître vous répondre. Okay. Hop. Pardon. Bonjour. Vous avez parlé des sens, tout ça. Est-ce que vous avez déjà fait des tests sur des personnes qui sont privées d'un de leurs sens, qu'on pense aux aveugles ou des gens n'ayant plus l'odorat? Et est-ce que ça fausse, enfin, il y a un changement au niveau des résultats, comme le goût est augmenté ou tout ça. Alors, merci pour cette question. Pas complètement. Alors, je vais répondre de façon indirecte sur ce que j'ai fait moi. Moi, je me suis beaucoup intéressée à l'alimentation quand on vieillit, et notamment à la perte du goût et de l'odorat associée au vieillissement. C'est quelque chose qui m'inquiète beaucoup personnellement, donc j'étais très motivée par le sujet. Alors, en fait, on s'aperçoit effectivement que... je vais répondre une réponse de Normand, ça dépend. La perte complète, si vous naissez sans capacité olfactive, vous allez vous adapter en fait avec les autres sens. Mais effectivement, on peut imaginer la perte l'expérience n'est plus aussi multisensorielle. Quand vous vieillissez et que vous perdez ces capacités au fur et à mesure, ça se fait de façon assez progressive, et dans ce cas-là, c'est la mémoire qui va prendre le relais. Et les derniers travaux de neurosciences ont montré en fait que plus que le signal sensoriel que vous avez pendant la dégustation, c'est plutôt la mémoire de l'aliment qui domine et qui est modulée par la dégustation elle-même. Si vous perdez brutalement l'olfaction, comme par exemple si on attrapait le Covid, donc j'espère que tout le monde a bien pris les mesures barrières, là je pense que c'est autre chose parce que c'est assez brutal, c'est un peu comme quand on a le rhume, sauf que ça dure un peu, et ça effectivement ça nuit au plaisir, et en fait il faut réexercer ces sens-là. Mais il n'y a pas une vraie compensation. Le plaisir qu'on a à manger un aliment, il n'est pas seulement lié au stimuli, il est lié aussi à
à l'intégration du cerveau qu'on en fait. Et c'est pour ça que le contexte joue autant. Si vous mangez un foie gras dans sa boîte, debout, entre deux rendez-vous stressés, et le même sur une table bien dressée, avec des chandelles, et vous vous êtes préparé pour le moment, vous n'avez pas du tout la même perception. Donc tout le contexte de la dégustation joue aussi. Je ne suis pas sûre d'avoir répondu, mais c'est bon. Merci pour cette question tout à fait intéressante sur l'importance des sens dans la dégustation. Alors, une deuxième question. Bonjour madame. Une question concernant les outils électroniques dont vous avez parlé, comme le nez électronique. Est-ce que d'autres outils technologiques sont en développement dans le domaine de l'analyse sensorielle pour des domaines tels que la pet food? Sur le pet food, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'en pet food, ils ont des panels avec des chiens et des chats. Et alors, clairement... les outils électroniques dont j'ai parlé aujourd'hui, alors pas pour la langue artificielle qui cherche vraiment à comprendre les phénomènes de déstructuration et de déglutition, notamment pour les troubles de la déglutition qui concernent une bonne partie de la population. Mais pour nez et langue artificielle, on est plutôt sur des contrôles qualité, en fait, plutôt qu'une exploration complète de l'expérience sensorielle. Puisqu'en fait, la machine, elle apprend à identifier notamment des faux goûts ou des choses comme ça. Et y a-t-il une autre question, peut-être sur les réseaux sociaux? Marie ou Isabelle? Non, pas de retour pour l'instant. Alors, nous prenons une nouvelle question. Merci beaucoup, Mathieu Vincent. Oui, rapidement, c'est par rapport justement à ces nez, on va dire, électroniques ou ces bouches électroniques. Il y a un débat, et j'aimerais bien votre avis. Est-ce qu'on ira demain avec une technologie qui permettra de les faire fonctionner, et du coup, et ça ouvre le débat de breveter les goûts potentiellement, et on peut avoir des débats sur si j'ai breveté le goût du kiri, du coup, plus personne ne peut en faire. Ah oui, c'est une bonne question. Aujourd'hui, vous avez réfléchi. Aujourd'hui, en alimentaire, on est un peu coincé parce qu'on ne peut pas breveter des recettes. Donc, en fait, c'est le secret qui fait qu'on protège nos recettes, mais je ne sais pas si on pourra breveter un goût. Parce que si on pouvait, on peut déjà analyser un goût assez complètement, de façon, ne serait-ce que par les panels sensoriels ou par les chromatogrammes, etc. Donc, je ne suis pas sûre que ce soit possible sur un plan juridique, mais c'est une bonne question. Une empreinte sensorielle, en fait. Breveter une empreinte sensorielle, oui. Merci beaucoup, Isabelle Maître. C'était absolument passionnant. On peut vous applaudir.